Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. L'industrie automobile au Maroc entame une nouvelle ère. Hier, le modèle de la voiture du premier constructeur marocain et du prototype d'un véhicule à hydrogène ont été présentés devant Sa Majesté le Roi. Deux projets d'une grande fierté pour l'écosystème industriel national qui franchit un nouveau cap. Ce 16 mai marque le 67e anniversaire de la DGSN, un rendez-vous renouvelé pour mettre en lumière les efforts sans relâche en faveur de la consécration des mécanismes de gouvernance sécuritaire, de la moralisation du service public et le renforcement de la police de proximité. Enfin, nous irons à la capitale spirituelle du royaume, Fès, où 65 rabbins venus de différentes contrées à travers le monde se sont donné rendez-vous. Ils viennent rendre hommage au rabbin Moussa Ben Mimoundi Maïmonide, un hommage à sa vie et son œuvre prolifique. Bonsoir à tous. L'industrie automobile au Maroc entame une nouvelle ère. Hier, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de présentation du modèle de la voiture du premier constructeur marocain et du prototype d'un véhicule à hydrogène développé par un Marocain. Deux projets innovateurs qui permettront de renforcer la promotion du label Made in Morocco et de conforter la place du royaume comme une plateforme compétitive de la production automobile. Nisrel Hamdaoui. Un pas de géant est franchi dans la production automobile au Maroc. La première voiture marocaine voit le jour. Neo Motors. Elle appartient à une société détenue par des capitaux marocains. Et de l'autre côté, voici le prototype d'une nouvelle marque automobile premium à hydrogène développée par un Marocain. Derrière ce véhicule HUV, la société Namix. Les deux projets novateurs ont été présentés à Sa Majesté le Roi. C'est ici le plus beau témoignage de l'encouragement du souverain, des initiatives entrepreneuriales nationales pionnières, particulièrement celles de la jeunesse marocaine. Aujourd'hui, le Maroc dispose d'un écosystème parfaitement adapté à la production automobile. Pour ce qui est de la société Neo Motors, elle a mis en place une unité industrielle à Ain Aouda pour la fabrication de véhicules automobiles destinés au marché local et à l'export, avec une capacité annuelle prévisionnelle de 27 000 unités et un taux d'intégration locale de 65%. L'investissement total prévisionnel de ce projet s'élève à 156 millions de dirhams et permettra à terme la création de 580 emplois. L'entreprise a procédé au lancement de la pré-série et envisage l'inauguration de l'unité industrielle au cours du mois de juin 2023 et le lancement de la commercialisation. C'est une voiture, elle peut être conduite la semaine par une famille et profiter le week-end d'une balade en famille. Donc là, aujourd'hui, vous avez le travail d'une équipe qui a été motivée, qui s'est donné comme objectif de rêver grand. Et aujourd'hui, on est heureux de vous présenter l'excellence, l'innovation de ce qui existe aujourd'hui au Maroc grâce à la vision royale de Sa Majesté et grâce à l'écosystème existant au Maroc de plus de 250 entreprises, d'instituts de formation, d'instituts de recherche, de la passion de l'automobile qui existe aujourd'hui sur notre royaume. Quant au modèle HUV, il sera alimenté en hydrogène par un réservoir central que viendront compléter 6 capsules amovibles, permettant de garantir une autonomie importante et de faciliter la recharge hydrogène en quelques minutes. Ce projet pilote inscrit résolument le Maroc dans la dynamique à l'œuvre au niveau mondial, consistant à développer de nouvelles formes de transport, alliant efficacité et respect de l'environnement. Namix, c'est un nouveau constructeur automobile premium hydrogène. C'est la création d'une nouvelle marque aux standards internationaux pour concurrencer les plus grandes marques au monde. La voiture a été designée par Pininfarina, le plus grand studio design en Italie, qui a designé les plus grandes Ferrari de l'histoire. Et avec ce nouveau véhicule, l'important c'est d'avoir un véhicule familial, un SUV, un grand 4x4 qui fait 5 mètres de long, 2 mètres de large, mais qui a tous les avantages d'un véhicule premium normal, mais sans la pollution qu'elle engendre. Parce que grâce à l'hydrogène, on a une autonomie de 800 km, un temps de recharge de seulement 4 minutes, et une liberté qu'on a avec les voitures thermiques, mais qu'on retrouve grâce à l'hydrogène.
On prévoit, Inch'Allah, de produire le véhicule pour fin 2026, pour l'exporter évidemment au niveau européen et aux US. Ces deux initiatives industrielles s'inscrivent en droite ligne des hautes orientations royales, visant à diriger le secteur privé vers l'investissement productif, notamment dans les filières de pointe et d'avenir, et à stimuler l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises dans le royaume. Ainsi, la vision royale se consacre de plus en plus en matière de développement durable et de promotion des énergies renouvelables, particulièrement la filière émergente de l'hydrogène vert. Le Made in Morocco creuse son sillon, sûrement, dans le domaine automobile. Aujourd'hui est un jour historique pour l'industrie nationale. L'introduction du premier véhicule, de la première marque nationale grand public, qui va, j'en suis sûr, connaître un grand succès. Et la présentation d'un prototype à l'hydrogène, d'un véhicule de luxe qui est extrêmement innovant. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a décoré du Wissam del Kafa al-Fikriya, messieurs Nassim Belkhayat, fondateur, président-directeur général de la société Neo Motors, et Fawzin Najah, président et fondateur de la société Namix. Pour un décryptage avec nous en direct depuis Casablanca, Mustafa Al-Jay, professeur à la faculté des sciences économiques de Ain Sebaa. Bonsoir. Dans l'industrie automobile au Maroc, le Maroc passe à la vitesse supérieure grâce à la vision royale en seulement quelques années. Le Maroc est devenu une base mondiale de production automobile, une tendance qui se confirme avec la présentation hier de deux projets novateurs, le modèle de la voiture du premier constructeur marocain Neo Motors et du prototype d'un véhicule à hydrogène Namix. Alors, bonsoir, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit dans votre préambule, effectivement, c'est une nouvelle ère où nous avons qui sont donc Neo Motors qui fonctionnent à l'électricité, c'est une voiture électrique, et Namix qui fonctionne à l'hydrogène. Mais je voudrais, si vous permettez, au début rappeler le positionnement stratégique de l'industrie automobile au Maroc depuis, si vous voulez, cette dernière décennie et avec la vision éclairée de Sa Majesté. Le Maroc devient le premier hub de construction automobile en Afrique. Nous sommes pratiquement à 100 milliards de dirhams d'export, donc la première industrie exportatrice. Et nous sommes à plus de 200 000 emplois, comme vous le savez. Et donc, ces deux prototypes un petit peu concrétise l'aboutissement de cette, je dirais, industrie où nous avons des véhicules 100% marocains et en plus qui fonctionnent c'est-à-dire aux énergies propres, à savoir l'électrique et l'hydrogène. Et comme vous l'avez dit dans votre préambule, ceci conforte le Maroc en tant que plateforme, si vous voulez, compétitive de cette industrie automobile au niveau donc de tout le continent. Et je voudrais également ajouter que cette nouvelle ère va ouvrir également, si vous voulez, les possibilités pour d'autres jeunes créateurs marocains qui travailleront un petit peu sur l'innovation et pour créer un petit peu une certaine mission au niveau de ce secteur où le Maroc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, connaît une position stratégique assez importante. Et ce sont des projets portés par une jeunesse marocaine, des compétences créatives au service de l'excellence et de l'innovation et du label Made in Morocco. Quelle place occupe aujourd'hui ce label dans l'industrie automobile nationale ? Alors, sur les 250 opérateurs dans le secteur automobile, il y a donc grands constructeurs mondiaux, comme vous le savez, plus beaucoup d'opérateurs qui font partie des écosystèmes, c'est-à-dire tout ce qui est, si vous voulez, composante de l'industrie automobile. Il y a déjà, sur les 250, pas mal d'entreprises, une vingtaine d'opérateurs marocains. Mais avec cette nouvelle dynamique, cette nouvelle ère, nous allons avoir beaucoup d'opérateurs marocains qui vont s'inscrire dans cet écosystème et créer des composantes qui s'inscrivent dans l'industrie de l'automobile. Et je dirais, cet aboutissement
C'est une fierté d'abord nationale et c'est également une fierté d'avoir aussi des véhicules, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui fonctionnent bien sûr à l'énergie propre. Ça, c'est très, très important, sachant qu'il y a une vision aussi bien à l'export. Nous avons vu, par exemple, pour le Namix, déjà en 2026, il y a des ambitions à l'export sur le marché européen et même le marché américain. Et bien évidemment, pour le Neo Motors, c'est une voiture moyenne gamme, comme ça a été dit par son fondateur, c'est Belkhiyat, qui s'adresse donc avant tout à une classe moyenne marocaine, puisque vous avez vu que le budget, c'est aux alentours de 160 000 dirhams, et bien sûr qui peut aussi permettre à l'industrie automobile marocaine de conquérir d'autres marchés, aussi bien africains que peut-être la classe moyenne européenne. Professeur Mustapha stratégique du Maroc. Professeur Mustapha Al-Jay, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences économiques de Ain Sebaa. La famille de la Sûreté nationale célèbre aujourd'hui le 67e anniversaire de sa création, l'occasion de rendre hommage aux éléments de ce corps qui ne cessent de faire preuve au quotidien d'un sens élevé d'engagement et d'un esprit de sacrifice. Le 16 mai, c'est aussi une fête annuelle pour braquer les projecteurs sur les réalisations et les sacrifices incommensurables des policiers et des policières au service de la patrie et des citoyens. Ils se tiennent droits et fiers. Ces hommes font partie de l'une des premières institutions du Maroc indépendant qui a vu le jour un 16 mai 1956. Depuis cette date historique, que de chemins parcourus, des réalisations accomplies et des acquis hautement majeurs. La DGSN s'est toujours attachée à honorer pleinement et efficacement son engagement en faveur de la protection des personnes et des biens, poursuivant sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI le chantier de modernisation des prestations, tout en veillant à renforcer le sentiment de sécurité et à livrer une lutte sans répit contre la criminalité. Sans oublier la gestion judicieuse des carrières de manière à motiver les combattants du crime. Des hommes avec un engagement sans faille, des frontliners aguerris, avec un haut sens du devoir et de bravoure, qui ne ménagent aucun effort pour assurer la sûreté des citoyens. Les équipes de la DGSN mettent d'ailleurs les citoyens au centre de leurs préoccupations. Elles veillent constamment au grain, à l'affût du moindre danger. Et pour réussir ce combat, la DGSN met au cœur de ses priorités le capital humain. Une réforme profonde s'est d'ailleurs étendue à tous les parcours professionnels des éléments de la Sûreté nationale. Bonne gouvernance, renforcement des compétences et consolidation de la présence féminine. Au fil des temps et des épreuves, les éléments de la Direction générale de la Sûreté nationale ont toujours fait montre de bravoure et de sens élevé du devoir au service des intérêts suprêmes de la patrie. Ce 67e anniversaire est l'occasion d'évoquer leurs nobles actions et de rendre hommage à leur abnégation exemplaire. Les États-Unis réitèrent leur soutien au plan marocain d'autonomie comme étant sérieux, crédible et réaliste en vue d'un règlement définitif du conflit régional autour du Sahara marocain. Les propos sont ceux du porte-parole adjoint du département d'État américain Vendette Patel. Lors de son point de presse quotidien, une position qui n'a pas changé, a-t-il ajouté en réponse à une question sur l'entretien téléphonique dimanche entre le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Direction Bruxelles où l'héroïsme des soldats marocains sur les champs de bataille belges est mis en avant. Une contribution considérable dans la défense de l'Europe et des valeurs de liberté lors de la Seconde Guerre mondiale. Une commémoration au centre d'un colloque placé sous le thème Mémoire partagée Maroc-Belgique. C'est une correspondance de Hassan El-Bouhrouti avec un récit d'Iman Ablou. Dans les locaux du Musée royal de l'armée et d'histoire militaire à Bruxelles, un chapitre encore méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est sous les feux de la rampe.
La contribution des combattants marocains à la défense de l'Europe et des valeurs de liberté. Une page d'une mémoire partagée entre le Maroc et la Belgique. Aujourd'hui, au moment où l'Europe, la Belgique se replie sur elle-même, rejette quelquefois les autres qui sont différents par leur couleur, par leur provenance, par leurs convictions religieuses, il y a un moyen là de s'appuyer sur la mémoire collective, de rappeler les sacrifices faits par des militaires qui sont venus mourir sur notre territoire pour nos libertés. Cette mémoire historique commune nous renvoie des décennies en arrière pour nous rappeler du discours de feu Sa Majesté Mohamed V du 3 mai 1939, dans lequel le défunt souverain a lancé un appel aux jeunes Marocains afin qu'ils manifestent leur solidarité avec la France, puissance administrante à l'époque, dans son combat contre l'occupation nazie de l'Europe. La bravoure des combattants marocains n'a d'égal que leurs sacrifices qu'ils ont consentis sur les champs de bataille belges. Leur héroïsme étant ne peut plus éclatant lors de la bataille de Gembloux, 2 mai 1940, lors de laquelle la première division marocaine au sein de l'armée française a tenu les Allemands en échec au prix de lourdes pertes. Le message aux jeunes est très important ici, de bien se rendre compte que la division marocaine qui a combattu à Gembloux était une troupe d'élite. C'était des hommes qui étaient volontaires, donc on appelle par un terme de 4 ans, hein. Et donc il y a des soldats, c'était des soldats de métier, aguerris, endurcis, qui étaient pour certains depuis 12, 14, voire 16 ans dans les rangs de l'armée, hein. Donc on a vraiment ici un exemple frappant de la période de mai 40, où une division d'infanterie de haute qualité a permis d'arrêter, sans esprit de recul, comme ça a été évoqué, ces 2 divisions allemandes également d'élite. Entretenir cette mémoire, c'est évidemment, je viens de le dire, permettre justement à ce que dans le cadre du cursus scolaire, les élèves puissent évidemment prendre connaissance de ce dossier. Mais je crois qu'il doit pouvoir y avoir toute une série de politiques publiques à tous les niveaux pour qu'enfin on puisse évidemment se rendre compte qu'on a une histoire commune. La célébration des épopées de soldats marocains aujourd'hui est un hommage à leur mémoire et une reconnaissance pour le royaume qui a été de tout temps un pays de solidarité et de coexistence et défenseur des valeurs de la paix et de la sécurité universelle. Une belle façon d'inscrire cette histoire dans la durée et d'ouvrir ce chapitre de cette histoire commune aux nouvelles générations. Couleur du ciel demain, de fortes pluies localement orageuses de 20 à 35 mm sont prévues dans certaines provinces. Une alerte de niveau orange qui intéresse les provinces de Bni Mellal, Azelal, Khnifra, Chefchaouen, Ouazzane, El Hajb, Ifrane et Sfrou. À Fès, une délégation de rabbins en visite. 65 rabbins des 4 coins du monde, tous convergent vers la capitale spirituelle du royaume pour rendre hommage à la vie et l'œuvre du rabbin Moussa Ben Mimoun dit Maïmonide, l'une des plus grandes personnalités juives de la ville de Fès. L'occasion aussi pour ces délégations de célébrer la conclusion du cycle de l'étude des ouvrages de Maïmonide. Anwar El-Roumari et Manslaoui avec Zakaria Moukin Billah. Accompagnés de leurs épouses et de leurs familles, ces 65 rabbins arrivent d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et du Maroc. Réunis à Fès, cette délégation de religieux vient rendre hommage au rabbin Moussa Ben Mimoun dit Maïmonide, un grand penseur du judaïsme qui a vécu à Fès. Pour plusieurs de ces rabbins, c'est une fierté de se rencontrer au Maroc, le pays où ils sont nés et grandis. Moi, je suis né au Maroc, je suis bédaoui, casablancais. Je suis très fier du pays, du Maroc, qui représente cette fraternité et accepter toutes les religions. L'amour qu'il y a dans ce pays, il est unique. Il y a à peu près 30 000 juifs marocains à Montréal, que vous le sachiez. Et je dis toujours, les juifs sont sortis du Maroc, mais le Maroc n'est pas sorti des juifs. Et on reste attaché bien sûr à nos valeurs de notre religion, mais surtout à nos valeurs avec lesquelles nous avons grandi ici au Maroc. C'était des valeurs d'ouverture d'esprit, de cohabitation. En 1951, je suis né au Maroc, à Casablanca, et j'ai vécu toute mon enfance. Né au XIIe siècle à Cordoue en Andalousie, Moussa Ben Mimoun vécut à Fès où il étudia à l'université Al-Qarawiyyin. Au quartier Slaline, dans une maison voisine de la Médersa Bouhnania a vécu ce rabbin, qui fut savant du Talmud, philosophe et médecin. Connu dans la Méditerranée grâce à ses tribulations,
Il a produit des livres importants de théologie, des œuvres dont la délégation de rabbins célèbre la conclusion du cycle d'études. Nous sommes venus des rabbins du monde entier, de toute la région, pour venir commémorer la vie de Maïmonide, car il y a quelque chose d'extraordinaire, la vie de Maïmonide et la personne qu'il était. Il passait son temps à s'occuper de l'autrui, il passait son temps, que ce soit d'aider l'autrui, spirituellement, matériellement. Autre facteur de rapprochement avec les autres religions, les œuvres principales de Maïmonide ont été écrites en arabe. Cela explique sa célébrité chez les musulmans d'Espagne et d'Afrique. Ayant étudié la Bible, il est aussi connu chez les chrétiens. Son nom et son œuvre symbolisent l'histoire juive de Fès et la coexistence des trois religions monothéistes. La coopération entre la SNRT et la Trésorerie générale du Royaume signe une convention de partenariat dans le domaine de la formation relative à la gestion administrative et financière. Les deux institutions s'engagent en vertu de cette convention basée sur la formation des fonctionnaires et l'échange d'expertise à valoriser le capital humain et ses compétences tout en consacrant les bonnes pratiques dans la gestion des finances publiques, notamment c'est lié à la bonne gouvernance et à la transparence. Abdelrahim Filoul, Abdelali Iyad, Nawal Gourari et Nisrine Ansdar. C'est une convention qui concerne 4 axes clés. Gestion des finances publiques, gestion des marchés publics, digitalisation des transactions publiques et traitement des salaires des fonctionnaires. Plus concrètement, les cadres de la Trésorerie générale du Royaume s'engagent à participer, selon un calendrier bien précis, aux différentes opérations de formation des fonctionnaires de la SNRT. La Trésorerie générale du Royaume s'engage également à faire participer le personnel de la SNRT aux différents séminaires qu'elle organise. Pour sa part, la SNRT s'engage à mettre à disposition ses locaux ainsi que tous les moyens logistiques et techniques nécessaires afin de réussir ce partenariat, avec une prise en charge complète des coûts inhérents aux différentes formations en question. La convention signée entre la SNRT et la Trésorerie générale du Royaume est relative à la formation en ce qui concerne, disons de manière générale, les marchés publics. Comme vous le savez, les marchés publics ont connu plusieurs réformes et révisions. Travailler main dans la main avec nos partenaires publics, y compris la SNRT, est d'une évidence absolue. Cette convention consacre également les principes de la bonne gouvernance, de la transparence et des bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques. Et afin d'atteindre efficacement les objectifs escomptés, les deux parties conviennent de la création d'une commission mixte. Celle-ci sera chargée de mettre en œuvre les engagements pris de part et d'autre, avec une réunion au moins une fois par an. Objectif : dresser des bilans d'étape, tracer les orientations qui s'imposent, définir les priorités et évaluer graduellement les résultats obtenus avec la rédaction de rapports périodiques. Page Art, coup d'envoi de la première édition du festival Rabat Digital Arts. Cette manifestation porte comme nom Tifaout, comprenez lumière en amazigh, une belle manière de sensibiliser le grand public, notamment les jeunes, aux arts numériques, comme nous le verrons avec Malia Aouet. Elle porte en elle la lumière de la connaissance et du savoir, comme si l'espace conceptuel était un langage à part entière, codifié et magnifié. Sculpture digitale, modèle 3D, images pixelisées et hologrammes, des performances uniques jaillissent de cette première édition du Rabat Digital Art, comme un geste du corps, sur scène. Effet d'optique et de déstructuration, le numérique complète l'art contemporain. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture pour organiser cette première édition de Rabat Digital Arts, Tifaout. Tifaout, qui veut dire en tamazight lumière. C'est une première au Maroc, et pas seulement d'ailleurs au Maroc, en Afrique, de cette échelle, de cette envergure. Une manifestation culturelle unique en son genre, organisée dans le cadre de Rabat, capitale africaine de la culture. En perpétuelle mutation, les technologies numériques construisent l'Afrique numérique afin de favoriser sa transformation digitale, mais aussi favoriser l'investissement et l'innovation.
10 pays africains participent à cette grande manifestation dédiée à l'art numérique. Et cela dans le cadre de Rabat, capitale africaine de la culture. C'est une merveilleuse opportunité de coopération, car le numérique est la voie du futur. La première édition du Rabat Digital Art offre une vision du futur comme une vitrine de l'art numérique africain, afin de favoriser l'innovation et le développement d'une culture collaborative. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.